Aujourd'hui, on va parler du symptôme et pour préparer, cette petite présentation de ce concept, je me suis référée au texte suivant. Alors, chez Freud, je vous invite à lire Au-delà du principe de plaisir, Inhibition, symptômes et angoisse et Analyse finie et infinie. Je me suis aussi référée au texte de Jacques-Alain Miller qui s'appelle Lire un symptôme, qui a été publié en 2011 dans le Mental 6, c'est une revue de psychanalyse. Et alors, concernant, Lacan, bon, le concept de symptôme va traverser tout son enseignement, mais ici, je me suis concentrée sur son séminaire 23, qui s'appelle le symptôme, alors qu'on écrit S-I-N-T-H-O-M-E. Ça consonne avec symptôme, mais c'est une autre conception de sa fonction. Le terme de symptôme vient de la médecine. En médecine, le symptôme, c'est une anomalie. Un dysfonctionnement, qui va être soigné, traité pour un retour à la normale. En psychanalyse, c'est très différent. Un symptôme va prendre une toute autre, dimension. Il va être considéré comme ayant une fonction, c'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Il y a une dimension de répétition, de permanence. Donc par exemple, quand on s'adresse à un analyste, on va dire: «Depuis tout petit, j'ai peur de vomir». Et à partir du moment où il est adressé à quelqu'un, à un analyste, par exemple: «J'ai toujours mal au ventre, je ne supporte pas les bruits d'explosion», il va être interprétable. Donc on le considère comme ayant un sens, une phase de vérité et donc il peut être élucidé par la parole. Le symptôme, c'est une formation de l'inconscient. C'est ce qui cloche et dont on se plaint et c'est souvent pour ça qu'on va s'adresser à l'analyste en espérant qu'il nous débarrasse de ce symptôme. L'analyste, de son côté, il va être attentif au fait que ce qu'on demande n'est pas toujours ce qu'on veut. C'est ce qui fait la différence entre la pratique analytique et d'autres approches qui vont s'attaquer à la disparition du symptôme d'emblée sans tenir compte de la place qu'il a dans la structure subjective de la personne qui vient consulter. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous proposer un petit détour par la théorie analytique concernant le symptôme, en partant de la conception freudienne jusqu'à la conception, contemporaine du symptôme. Alors, chez Freud, le symptôme, dans sa théorie, il va venir à la place d'une autre satisfaction refoulée. Donc il a un statut de substitut. Alors la levée du refoulement, donc le travail d'analyse, de refaire revenir, à la conscience certaines choses, inconscientes, va permettre de retrouver la vérité cachée du symptôme. Sa phase de désir refusé par la conscience et rejeté dans l'inconscient. Donc dans la perspective freudienne, le symptôme, a un sens méconnu du sujet. Alors, qu'est-ce qui provoque sa formation selon Freud? Qu'est-ce qui provoque le refoulement? Eh bien, tout ça s'inscrit dans une conception, du sujet, pour Freud qui va, au décours de sa vie rencontrer le phénomène de castration et de l'interdit. C'est ce qu'il appelle le complexe d'Oedipe, qui est un moment quand même constitutif du rapport du sujet à la réalité. Et en même temps que cette structuration du sujet, il y a aussi l'établissement d'un sentiment de culpabilité face à un désir toujours coupable qui va alimenter le chemin vers l'inconscient. Et la formation du symptôme, va nouer en même temps une certaine récupération du plaisir et un déplaisir dû au surmoi. C'est pour ça qu'un symptôme, on s'en satisfait, mais on en souffre. C'est, dit Freud, un compromis trouvé par le sujet. Alors, avec Freud, on est toujours dans le registre de la signification et de l'économie psychique. Hein, il réfléchit toujours comment est-ce qu'on récupère de la satisfaction. Mais au fur et à mesure de sa rencontre avec les patients, il va constater que le symptôme résiste au travail par la parole, ce qu'il va appeler les restes symptomatiques, et va le conduire à se questionner sur la dimension répétitive du symptôme. Qu'est-ce qui continue à se répéter comme ça continuellement dans la vie du sujet? C'est une question qu'il a traversée, qu'il a rencontrée plutôt, après la Première Guerre mondiale, face au traumatisme, de guerre.
c'est à ce moment-là qu'il va, postuler l'existence d'un au-delà du principe de plaisir. Donc tout ne serait pas dans cette économie, finalement que le psychisme du sujet ne soit pas trop excité et un retour à la normale. Et il va proposer alors une conception liée à la pulsion qui est: il y aurait une pulsion de conservation, la pulsion de vie, qui est du côté du principe de plaisir, et une pulsion de mort, qui est au-delà et qui, témoignerait de la tendance, primitive du sujet à s'autodétruire, à se détruire lui-même, ce qui serait au fond, le calme le plus plat. Alors cet au-delà du principe de plaisir freudien va être pris par, Jacques Lacan avec le concept de jouissance. Donc un concept qui, nomme un peu mieux un plaisir qui fait souffrir et qui est directement lié à la pulsion et au corps. Alors concernant le symptôme, pour, y revenir, il va avancer, Lacan va avancer et ça sera repris par Jacques-Henri Miller dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, Lire un symptôme. Il va avancer que le symptôme est constitué de 2 faces. Une analysable, donc la face au fond freudienne, vérité, sens, et une face hors sens liée à la pulsion. Cet abord du symptôme va alors mettre plutôt l'accent sur la fonction de nouage que peut comporter le symptôme, qui jusqu'à un certain point est irréductible et devient même en fin d'analyse, une sorte de style de vie du sujet, un style de vie que le sujet va assumer et dont il arrive à moins souffrir, voire même à se servir. Se servir, ça vient d'une expression de Lacan, de son séminaire que je vous ai cité, au début de cette petite capsule, où il parle du symptôme, S-I-M-T-H-O-M-E, du côté de s'en servir. Heu, C'est-à-dire que le symptôme, en tant qu'il vient nouer les différents registres du psychisme, le sujet va avoir à en faire quelque chose. Alors, les différents registres, c'est l'imaginaire, le symbolique et le réel. Ce sont 3 registres qui sont fondamentaux dans l'enseignement de Lacan et il s'en servira tout au long de son parcours d'élaboration théorique, notamment pour, tenter d'articuler le langage, c'est-à-dire l'inconscient, et le corps et la pulsion. Comment est-ce que comment est-ce qu'on fait avec ces 2 registres, qui sont, tout à fait hétérogènes? Alors, au sein de cette articulation hétérogène, gît un trou fondamental dû au fait que rien ne vient dire, dans aucun des registres, ce qu'il en est du rapport sexuel. Ça, c'est une des grandes découvertes de Lacan. Chaque sujet a inventé face à ce trou traumatique, avec son fantasme et son symptôme. Symptôme devenu symptôme, comme création d'une certaine manière, puisque Lacan va dégager cette, manière de, considérer le symptôme à partir de, son étude du travail de James Joyce, et du travail de la fonction de son écriture. Alors, cet abord du symptôme permet aussi d'aller au-delà des différences structurales traditionnelles de la psychanalyse, névrose, psychose, perversion. Le nom du père qui signait par son absence ou sa présence la différence entre psychose et névrose. Le nom du père, c'est la manière de nommer pour Lacan le complexe d'Oedipe. Mais en fonction de sa présence ou pas, on pouvait, détecter psychose, névrose. Ici, Lacan, dans la fin de son enseignement, va pluraliser les noms du père, en tant qu'un nom du père peut faire nœud, mais autre chose peut faire nœud dans la vie du sujet, le symptôme. Donc à chaque sujet son nouage, le trajet d'une analyse étant d'apercevoir la jouissance qui est incluse de manière singulière, logique et pas structurelle. Donc à chacun son symptôme, incomparable à nul autre.